L'Europe connaît la crise en Ukraine, la crise en Grèce, mais ce qui l'ébranle le plus en ce moment, c'est certainement la crise migratoire. C'est la plus importante qu'a connue l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale et elle ne montre aucun signe d'apaisement. Depuis le début de l'année, près de 400 000 demandes d'asile ont été déposées dans différents pays de l'Union européenne et c'est sans compter les migrants et réfugiés sur le territoire européen qui n'ont pas encore déposé leur demande. Les plus importants contingents nationaux viennent de pays en guerre, au premier chef les Syriens, ensuite les Afghans, les Irakiens, les Érythréens. Et de ces migrants, on connaît surtout la situation et les conditions une fois qu'ils sont rendus sur le continent européen. C'est ce sur quoi portent essentiellement les nouvelles et les informations qu'on connaît, mais on en sait beaucoup moins sur leurs conditions et leur situation dans la première moitié de leur périple, c'est-à-dire de leur pays d'origine, jusqu'aux frontières de l'Europe. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui avec nos deux premiers invités de la saison, qu'on est très content d'avoir avec nous. Catherine Lune Grayson, qui est chercheure invitée au Cerium, bonjour. Bonjour. Et Karine Côté-Boucher, qui est professeure à l'École de criminologie à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, première question toute simple, mais enfin, la question est simple, la réponse est certainement plus complexe, mais pourquoi voit-on des centaines de milliers de migrants, de réfugiés, arriver en Europe de façon clandestine? N'existe-t-il pas, en principe du moins, des voies administratives pour obtenir un statut de réfugié avant d'atteindre l'Europe, Catherine Lune? Oui, il existe des voies administratives pour obtenir un statut de réfugié avant d'atteindre l'Europe. Or, ces voies sont très difficiles d'accès et très longues. Ce qui fait que les gens vont souvent chercher d'autres moyens pour atteindre l'Europe. Ce qu'on a, en fait, c'est, en théorie, quelqu'un peut demander l'asile, par exemple. Quelqu'un, je vais vous donner l'exemple d'un Somalien, ce qui est peut-être ce que je connais le mieux. Quelqu'un quitte la Somalie, arrive au Kenya, peut, en théorie, se rendre dans une ambassade occidentale, par exemple, et demander l'asile de cette façon-là. En général, ça ne sera pas accepté parce que c'est le Haut-Commissariat pour les réfugiés qui doit identifier qui sont les gens les plus vulnérables, qui devraient être, on appelle ça de la réinstallation en fait, des gens qui sont déjà dans un pays d'asile, qui vont partir vers un autre pays d'asile. Donc, c'est le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui va identifier qui sont les gens les plus vulnérables, qui devraient être réinstallés. C'est un très, 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 très long processus et il y a un tout petit nombre qui va être réinstallé. C'est de plus en plus difficile d'être réinstallé rapidement, notamment pour des raisons sécuritaires, parce qu'on vérifie qui sont ces gens très, très longuement. Et donc, ça prend des années et des années. D'autres avenues légales, il y a la réunification familiale. L'accès à la réunification familiale, c'est considérablement réduit. Ce qui veut dire qu'encore une fois, les gens vont souvent chercher d'autres moyens pour partir, réduit ou prend beaucoup, beaucoup de temps, de plus en plus de temps, comme toutes ces procédures-là. Ce qui fait que les gens vont recourir à des voies qu'on appelle irrégulières plutôt qu'illégales en général pour accéder à l'Europe ou même à l'Amérique du Nord. Donc oui, il existe des moyens légaux, mais ils sont très, très limités. Et je pense que ça incite beaucoup de gens à partir. Et ils sont de plus en plus limités, en fait. Ce qui fait que les gens recourent... Malgré la pression, en fait, les flux qui augmentent vers l'Europe, essentiellement, c'est surtout le phénomène qui domine en ce moment, malgré ça, les moyens administratifs, les moyens des ressources humaines pour traiter ces demandes-là diminuent. Tout à fait. On va de moins en moins dans ces pays. Vous avez vu la déclaration du gouvernement récemment qui était « on n'ira pas sur place faire des entretiens pour éventuellement sélectionner des gens qui pourraient être réinstallés au Canada ». Ça s'est fait par le passé, ça. Quand il y a une grosse crise, envoyer des équipes et dire « on va aller faire des entretiens sur place et on va faire une réinstallation assez rapide ». Quand on ne le fait plus, ça rend le processus beaucoup, beaucoup plus long. Et ce que j'allais dire, parce que vous dites qu'il y a une grande pression migratoire, c'est vrai, mais le fait qu'elle soit si visible, c'est aussi lié au fait qu'on a adopté des politiques qui font que c'est de plus en plus difficile d'arriver par voie légale en Europe ou en Amérique du Nord. Parce que si c'était davantage possible, vous auriez probablement moins de gens qui empruntent des voies irrégulières. Parce qu'on a établi un lien quand même entre le fait qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent des voies irrégulières et des politiques migratoires et d'asile de plus en plus restrictives. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux, là. Karine, considérant ce que Catherine vient de dire, est-ce que les États européens ne mettent-ils pas en place, non pas des moyens administratifs, mais des moyens de contrôler en amont, avant même d'atteindre la frontière européenne, des moyens pour contrôler le flux, l'encadrer, voire le réduire? En fait, oui. Ça a été tout l'agenda de contrôle migratoire depuis les 25 dernières années développé par l'Union européenne.
a visé à faire une externalisation des contrôles frontaliers. Donc, en amont du territoire de l'espace Schengen, de l'espace européen. On parle de mesures administratives et diplomatiques, on parle de mesures policières. Donc, par exemple, on va avoir imposé des visas à des pays qu'on appelle producteurs de réfugiés. Donc, à partir du moment où on commence à recevoir des demandes d'asile d'un pays X, on va imposer des visas aux ressortissants de ces pays. On va faire la gestion des risques par les ambassades sur les territoires où on va faire ces demandes, où on peut faire ces demandes de visa. On a aussi développé toute une série de mécanismes de formation professionnelle pour les polices frontalières à l'extérieur de l'Europe, donc par exemple avec le Sénégal et la Mauritanie. Et sous l'égide de l'aide au développement, on a utilisé ces fonds pour aller faire de la formation policière avec l'idée de faire de la gestion migratoire par les pays limitrophes ou même les pays en amont. Et ça suggère une formation administrative, policière, oui, qui serait gérée ensuite par les pays d'origine. Ou frontaliers des pays d'origine. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on fait des investissements dans ces polices-là, on leur achète des équipements, on impose aussi l'utilisation de technologies biométriques, ou en fait, on suggère fortement l'adoption de ces technologies. Tout ça pour faire en sorte de créer ce qu'on a appelé en Amérique du Nord la frontière intelligente, c'est-à-dire une frontière qu'on a externalisée et internalisée. Donc, la frontière géopolitique telle quelle, géographique, hein, cette frontière autour de l'Europe, c'est notre dernier recours en gestion frontalière. Voilà. Est-ce que ça fonctionne quand même? Parce que les pays d'origine ou les pays frontaliers des pays d'origine desquels viennent les migrants et les réfugiés, ce sont des pays qui ont souvent des problèmes administratifs, des problèmes policiers, des problèmes... Est-ce que ces pays-là, ces mesures-là qu'applique l'Europe ou que tente d'appliquer l'Europe dans ces pays-là fonctionnent dans une bonne mesure? Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire, est-ce qu'elles fonctionnent par rapport à ces pays? Bon, ces pays en profitent pour pouvoir améliorer leur infrastructure policière, ce qui n'est pas une mauvaise chose, en fait. Mais si on voit ça du côté des migrants ou des aspirants réfugiés, ça crée toute une série de blocages qui font en sorte qu'ils vulnérabilisent davantage les gens. Et donc, qui les mettent, et ça fait en sorte que ils se développent comme une sorte de proie. Ils deviennent des proies pour des passeurs, des gens du crime organisé ou de façon très extrême, même des gens qui s'adonnent au trafic de personnes. On l'a vu, par exemple, en Thaïlande cet été. D'ailleurs, à ce sujet-là, les passeurs, parce que l'image qu'on a dans le périple qu'empruntent les migrants et réfugiés de leur pays d'origine jusqu'aux frontières de l'Europe, sont celles de personnes en proie à des organisations criminelles comme ça. Bien qu'ils soient dans l'irrégularité, comme vous l'avez dit, ou dans la clandestinité, est-ce que ça passe, Catherine Lune, nécessairement par ces voies de passage criminalisées? Ça passe presque nécessairement par des passeurs, oui. Par contre, je pense que oui, il y a des réseaux qui sont criminels et qui ont des comportements qui sont inacceptables. Par contre, le passeur, c'est aussi quelqu'un qui, dans certains cas, est nécessaire pour traverser une frontière et avoir la vie sauve. Et donc, il y a des passeurs qui ont des comportements inacceptables. Il y a des passeurs qui sont décrits par les réfugiés comme des gens qui les ont aidés. Et si vous pensez à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, vous avez des gens qui ont survécu grâce à des réseaux de passeurs. Et donc, je pense qu'il faut toujours faire attention. Pour moi, la grande criminalisation des passeurs, ce qu'on voit actuellement, ça s'inscrit aussi dans cette logique de protéger nos frontières. Parce que si c'est impossible de trouver quelqu'un qui va faire un travail de passeur, ben c'est encore plus difficile d'accéder au territoire. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut défendre les passeurs dans leur ensemble, mais je pense qu'il faut toujours faire attention à comment on aborde le rôle des passeurs, dans la mesure où, oui, il y en a qui ont des comportements qui sont extrêmement graves. Il y en a d'autres qui sont, par exemple, les gens qui aidaient les Somaliens à traverser vers le Yémen. De Djibouti ou de la Somalie. Il y en a qui se comportaient très, très mal. Il y en a d'autres qui, en gros, étaient les membres d'une famille qui avaient progressivement aidé d'autres membres de la famille à passer. Qui avaient des objectifs un peu plus humanitaires. Absolument. Et donc, je pense que... Et il y a un livre intéressant sur ça. Il y a un auteur, un écrivain somalien qui s'appelle Nouruddin Farah, qui a fait des entretiens avec des réfugiés somaliens et qui consacre un chapitre aux passeurs en mettant ça
En mettant ça de l'avant, en fait, qu'il y en a qui ont des comportements très, très durs et il y en a d'autres qui ont aidé des gens à survivre. Est-ce que je peux rebondir juste sur quelque chose que Karine mentionnait? Oui, très Elle rapidement. parlait d'aide au développement en matière de formation des gens. En fait, il y a un autre mécanisme, et tout ça est imbriqué, mais on appelle ça de la protection préventive, en fait. Ce qu'on a essayé de plus en plus de faire, c'est de diriger l'aide au développement vers les pays d'origine ou des premiers pays d'asile pour essayer d'inciter les gens à rester sur le territoire. Et là, ça dépasse la formation. C'est tous les programmes humanitaires, par exemple, qui font en sorte que vous allez recevoir de la nourriture, de l'eau, un abri, ce genre de choses-là. Et donc, on espère que vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin. Tout à fait. Catherine Lund-Grayson, Karine Côté-Boucher, merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre ce phénomène. Merci. Au revoir.